Dimanche dernier sur TF1, François Hollande se transformait en pompier. L'impatience, elle est là parce qu'il y a une alternance, elle vient après 10 ans d'attente. Des inquiétudes, il y en a. Le gouvernement n'a pas perdu son temps. Il a agi et rapidement. Il faut accélérer, j'accélère. L'Élysée pointe du doigt la presse qui fait de la surenchère pour faire vendre. La presse, elle, se fait l'écho des électeurs, impatients. Il n'y a pas un désir de virer Hollande au bout de 3 mois. Ce qu'on attend de Hollande, c'est de l'action. C'est pas que son action déplaît ou son hyperaction déplaît. Pour cause, c'est une attente qui pour l'instant ne tourne pas à la colère, mais qu'il fasse attention. Notre deuxième invité est un homme politique qui a enfin joint les actes à la parole, 2 actes pour être précis, puisque sa contribution au futur congrès du PS a pris la forme d'une pièce de théâtre donnée la semaine dernière sur la scène des AT20. Bonsoir, Julien Drey. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, si on veut parler en bon français, on dira hollandophobie, on parle aussi de Hollande bashing. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez, sachant que les coups les plus rudes viennent souvent de la gauche, et plus généralement, quel jugement portez-vous sur les 4 premiers mois de pouvoir socialiste? Alors il y a 2 choses. On est dans la situation classique de la presse, c'est-à-dire avec cette fameuse règle des 3 L que j'ai vécue, que d'autres ont vécu, louer, lécher, lâcher. Il faut faire vendre, donc à un moment donné, il y a une sorte de surenchère avec des titres qui sont d'ailleurs désagréables. La une même d'hebdomadaires de gauche, aberrante, ils sont tous nuls, ça ne veut rien dire, on est dans la démagogie. Voilà. Alors ça c'est la première chose, donc c'est de l'excès. Après il y a des vraies questions qui sont posées, que je retrouve dans les interventions de Nicolas Deménac. C'est vrai qu'il y a une demande d'action, c'est vrai qu'il y a une crise très forte, une crise sociale, identitaire, économique, tout ce que vous voulez, de l'impatience, de l'angoisse, des insécurités, et qu'il faut y répondre. Et que si on donne le sentiment qu'on prend son temps, eh ben, ça crée effectivement des doutes et des incertitudes. Voilà. Je voudrais aller plus loin, si vous me permettez. Je vous connais depuis très longtemps, vous étiez à la gauche du PS. C'est une manière de rappeler dire qu'on est vieux. Jeune, voilà, qu'on est vieux, mais moi aussi. Hein, moi aussi. Nous partageons. Voilà, ça. Exactement. Voilà. Et vous étiez à la gauche du Parti Socialiste, avec Mélenchon, avec Marie-Noëlle Lienemann. C'était la grande époque. C'est une bonne époque. Oui. Voilà, absolument, je suis d'accord. Aujourd'hui, Mélenchon est un opposant virulent. Marie-Noëlle Lienemann a pris ses distances avec le traité budgétaire européen que finalement Hollande va ratifier, a accepté alors qu'il avait promis de le renégocier et qu'il n'a rien renégocié du tout. Vous, on ne vous entend pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression, ou alors peut-être vous êtes devenu encore plus cynique que les autres, vous savez que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, ou vous savez qu'il n'y avait rien dans cette campagne de Hollande, mais j'ai l'impression que vous n'attendiez rien, et donc vous êtes le seul à ne pas être déçu parce que vous n'attendiez rien. Oh, je ne suis pas déçu. Ah. Je ne sais pas que j'attendais rien, parce que je pensais que le pouvoir précédent avait commis beaucoup d'erreurs et s'était mal comporté à l'égard du pays, en général, avec des excès, avec des erreurs économiques fortes, avec aussi des dérapages. Donc je pense qu'il fallait tourner cette séquence, mais je savais qu'il y avait des contradictions dans cette campagne. Je savais que les choses étaient plus faciles parce qu'on la faisait en contre, plus qu'en pour. Il faut être honnête de le dire. Sarkozy, évidemment. Voilà. Il faut être honnête de votre part, bien sûr. Voilà. Il faut être honnête de le dire. Et je savais qu'il y avait des contradictions. Nous avons géré ces contradictions entre nous. Et je vais vous faire une petite confidence. Le fait qu'à la fin, certaines histoires aient été montées en épingle pour que je ne me retrouve pas dans certaines équipes, est aussi une forme de réponse sur ces contradictions qui existaient. Je ne crois pas aux emballements médiatiques comme ça. Je crois qu'il y a effectivement, à un moment donné, des choix qui sont faits, et il y a des femmes et des hommes qui correspondent plus à ces choix que d'autres. Il y a des fortes têtes, il y a des résistances. Voilà, moi, pour revenir à ce que vous dites, parce que je ne vais pas étaler ma vie, elle n'a pas une importance aussi considérable que ça, il y a 10 ans, d'ailleurs on est presque dans un anniversaire, j'ai fait le choix de m'intégrer à l'époque dans la direction du Parti Socialiste, parce que nous venions de perdre lamentablement les élections présidentielles de 2002. Jospin, 2002. De 2002. Je pensais que le Parti Socialiste était en péril et qu'il pouvait disparaître. Et donc il fallait contribuer à son redressement et à le remettre sur les rails. J'ai fait ce choix-là en travaillant avec François Hollande, en demandant d'ailleurs un de ses collaborateurs, puisque j'ai été son porte-parole. Je pense que nous avons réussi cela. Maintenant, il y a des contradictions et des choses qui existaient entre nous sur la question européenne. Ouais, vous n'êtes jamais sorti de cette contradiction-là de 2005. Vous ne répondez pas précisément à la question de Zemmour. Est-ce que oui ou non, il faut voter le traité budgétaire européen, sachant que l'aile gauche du PS s'apprête à voter contre dans les 2 chambres. Ou en tout cas menace. Voilà, menace. Parce que d'après moi,
Parce que comme d'habitude, on verra bien le moment voulu. Mais voilà. Votre position à vous, vous n'êtes pas en position... Mais ma question, vous avez déjà la réponse. Moi, en février, en pleine campagne électorale présidentielle, alors que j'étais chargé de l'animation de la campagne, d'ailleurs, certains des amis de François Hollande ne sont pas gênés pour venir me le dire dans les couloirs de l'hémicycle, j'ai voté contre. Voilà. J'ai voté contre alors que la majorité des députés socialistes, c'était une des contradictions, s'est abstenue. Moi, j'ai dit qu'il faut être clair sur cette question-là. Je pense que ce traité-là est catastrophique. Ah. Voilà. Vous parlez du traité de Lisbonne ou de ce nouveau traité? Du Les traité deux en de général. Lisbonne et de ce traité-là, Voilà. parce qu'on n'a pas C'est les rajouté mêmes, grand-chose évidemment. sur le fond, Évidemment. un petit supplément d'âme qui était annoncé déjà à l'avance par le On est gouvernement d'accord. de Mme Merkel. Donc le 30 septembre, vous allez défiler aux côtés de Mélenchon. Non, je ne veux pas défiler. On peut lui parce que annoncer tout de suite. Non, je ne veux pas défiler parce que, et je vais vous expliquer y compris pourquoi je ne ferai pas ça, parce que je pense que la question aujourd'hui, c'est pas de faire des manifestations comme cela. La question, c'est d'arriver à ce que le débat ait lieu dans le pays et dans le Parti Socialiste. Et je vais vous dire une chose, si je me mets à défiler avec Mélenchon, alors demain matin dans le Parti Socialiste, le débat va être très simple, c'est ça y est, Drey revient avec Mélenchon, c'est le retour au trac, et on ne pourra pas débattre. Je connais un peu les formules traditionnelles. Donc comme je veux éviter ces caricatures-là... Sauf que là, vous allez, pardonnez-moi, mais vous allez quand même vous faire avoir, vous et ceux qui ne voulaient pas voter, puisqu'il va dire qu'il faut une discipline de vote et que c'est le président de la République qui impose, etc. Moi, personnellement, je suis libéré de celle-là, Bien sûr, parce que je ne suis c'est plus sûr. parlementaire. C'est sûr, Et que, mais les autres, non. Mais les autres, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Et je vais vous dire, comme j'ai beaucoup d'amis, mais aussi de gens qui ont participé de mon histoire politique, à qui j'ai permis, de par mon histoire politique, Ah, mais avec on les va- qualités qui sont les leurs et qui leur sont propres, et On peut en reparler après. il n'y a aucune dette en la matière, ben on va observer si cette formation politique a été utile et s'ils seront au rendez-vous, parce qu'il y a un moment donné où il faut du courage. Pour moi, ce traité, et c'est ça que nous allons débattre à l'intérieur du Parti Socialiste, et la pièce d'ailleurs que vous avez évoquée tout à l'heure, toute la partie du premier acte, elle est là-dessus, c'est d'expliquer, Évidemment. j'essaye de manière pédagogique, en quoi ce traité est une capitulation du pouvoir politique face à la technocratie et à la technostructure. Je pense plus grave encore, qu'il n'y aura aucune expérience de gauche possible Merci. si nous restons dans la contrainte économique de la réduction des déficits, et je pense que nous avons raté une occasion, mais j'espère, c'est ça le sens du débat, que nous allons pouvoir le corriger dans les mois à venir ou convaincre un certain nombre de gens qu'il faut la corriger. Pourquoi? Parce que on va tuer l'Europe. Mais mon La cher- vérité, c'est qu'on va tuer Mon l'Europe. cher Julien Si Drey, on continue comme ça, et on le voit avec ce qui se passe en Grèce, où on veut faire travailler les gens 6 jours sur 7, sans augmentation aucune de salaire, si on continue comme ça en Espagne, en Italie et bientôt en France, eh bien ce sera l'idée européenne elle-même Mais qui va mon mourir. cher- C'est pas moi qui le dis, c'est Joseph Stiglitz lui-même qui a dit « Vous allez tuer l'Europe en essayant aujourd'hui de lui imposer cette cure mais d'austérité ça de fait rigueur. 20 ans que je vous le dis. Non, ça fait pas 20 Ah, ans. depuis 83 et depuis 92. 30 ans, donc 30 Mais, ans. merci. Et- mais oui, mais c'est la même et- discussion. J'ai- Et maintenant, vous découvrez Si que vous, ça va... si vous me permettez 2 secondes. Bah oui. J'ai appartenu à un courant historique quand j'étais jeune, qui s'appelait les trotskistes, et on pensait qu'on avait toujours raison contre le cours de l'histoire. On J'aurais disait pu être trotskiste alors. Oui. Vous avez y aller. Je pense qu'il aurait même été le chef. Si je vous avais rencontré à l'époque, vous aviez une prédisposition pour devenir un bon militant. Peut-être que c'est pas un service que je vous aurais rendu. Vous n'aurez pas fait peut-être la carrière prestigieuse que vous faites aujourd'hui. C'est trop gentil. Encore que, l'histoire a montré. ils ont pas à se D'accord. plaindre. Très aimable, les invités aujourd'hui. Bien. Non, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez pas dire on avait raison il y a 30 ans. Il y a eu un pronostic. Et Séguin a dit tout ça en 92, attendez, excusez-moi. 30 secondes. Il a dit l'Europe, ça sera le retour contre la révolution de 89. Il a tout dit. La parole est à Julien Drey. Si vous me permettez, Je vous en prie. il y a eu un pronostic politique qui a été fait par François Mitterrand. L'idée, c'était la suivante. On fait l'Europe des marchés, et de cette Europe des marchés naîtra, d'une manière naturelle, L'Europe comme socialiste. l'histoire, pas socialiste, mais l'Europe sociale et Ah, démocratique. j'ai compris. Bien. Ce pari-là Allez, ne perdu. fonctionne plus. Je vous remercie. Ne fonctionne plus. Donc, il faut un acte refondateur de l'Europe, et notamment, je pense, aller vers une constituante européenne. Et là, c'est là où il y a un petit débat qu'il faut avoir, y compris avec mes propres amis. C'est quand Mme Merkel, aujourd'hui, nous dit « Je veux plus d'intégration européenne ». Eh bien, au lieu de dire non parce qu'on a peur, parce qu'on pense effectivement que l'intégration européenne va se faire sous le dogme libéral, il faut la prendre au piège. Et lui dire « Oui, d'accord, plus d'intégration, mais plus d'intégration démocratique ». Donc, un vrai pouvoir constituant à l'échelle de l'Europe. Et là, après, il y aura un débat politique. Mais on n'y croit pas. Mais vous ne pourrez pas. Ah, mais Vous si on soutenez croit pas, l'euro. c'est comme ceux qui ne croyaient pas à l'électricité. Mais vous soutenez l'euro. Vous soutenez l'euro. Tant que Mais vous soutiendrez on s'est mis l'euro, là-dessus. Mais l'euro, et il y aura une politique libérale qui va mais je- avec et d'intégration Alors, je budgétaire. veux dire- je C'est veux dire- inéluctable. Alors, je vais vous dire une chose Excusez-moi. qui est intéressante et ce que j'essaie d'expliquer aussi dans la pièce. Vous dites l'euro. L'euro, pendant tout un temps, c'est un élément extérieur à la vie des Européens. C'est depuis qu'il est en crise que quelque part il crée une conscience commune européenne. Parce qu'aujourd'hui, mais si, aujourd'hui,
levez pas les yeux au ciel. Oui, même parce que levez vous pas- retournez le truc. On ne peut pas s'empêcher. Vous retournez Non, mais ça, le truc. c'est bon, c'est Je vous normal. connais, vous retournez. Non, je vais chercher une image qui est plus parlante. Je parlais de l'Europe avec mes amis italiens que j'aime bien, ou avec des amis espagnols que j'aime bien. Jusqu'à ces derniers mois, c'était un truc comme ça. Bon, voilà, on était européens, on ne savait même pas ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, on parle de l'Europe, on parle de la même chose. On parle de la même chose. Et tout d'un coup, il y a une conscience collective. C'est-à-dire, c'est quoi notre avenir commun? Est-ce qu'on en a? Et l'euro, sa crise, c'est ça, la vérité, c'est sa crise, tout d'un coup crée un doute. Et crée un doute qui peut être intéressant si les gouvernements et les pouvoirs politiques prennent leur initiative. La question qui est posée aujourd'hui, c'est la question du courage politique. Alors, on avait compris que si vous étiez encore député, vous voteriez contre Oui, le sans traité état budgétaire d'âme. européen, sans état d'âme. J'avais voté à l'époque Non, non, contre mais le traité très bien. d'Amsterdam, Parfait. qui était déjà la fameuse règle des 3%. Absolument. Hollande m'avait mis un blâme d'ailleurs à l'époque. Très bien. Vous voyez, donc, Tout à votre honneur. Donc, votre pièce... c'est ce que j'avais fait, j'avais affiché le blâme dans mon bureau. Ça ne m'étonne pas. Votre pièce motion, dont vous y avez fait allusion, s'intitule « De l'alternance à l'alternative ». Alors, la pièce qu'a jouée le PS pour la succession de Martine Aubry, ça aurait pu s'intituler « Huis clos », parce que les militants n'ont rien à dire, et ça se joue entre Martine Aubry, ce qui est quand même un peu fort de café, Alors, et Jean-Marc Ayrault. Alors, je vais vous Et dire François Hollande. Et François Hollande. En fait, c'est lui qui a C'est décidé. peut-être encore plus choquant. Alors, Non, mais deux choses. l'UMP, on est presque dans un processus nord-coréen. Le PS, on y est complètement. Alors, trois choses. Vous avez rajouté la question de la Corée du Nord. Mais qui est un beau pays, la Corée du Nord. Trop méconnu. Vous voyez où on en est. Démocratiquement. Vous voyez où on en est. Alors, première chose, je pense que ce qui s'est passé est détestable. Et d'ailleurs, je vais vous dire une confidence. La première secrétaire en titre s'est elle-même pris les pieds dans le tapis, comme on dit. Puisque je vois bien que le geste de colère, de partir précipitamment, est véritablement l'expression d'un dépit. Bon, ce que je peux comprendre d'ailleurs, parce qu'elle a fait un travail respectable, qui n'était pas facile, et à la fin, tout le monde s'est discrètement lié pour lui imposer un choix. Ce qui ne met pas en cause les qualités d'Arlène Désir, que je connais depuis très longtemps, Ah oui. et à qui je souhaite bonne chance, parce que je pense Non, qu'il mais va avoir du pain sur la soyez planche. pas langue de bois, là. Voilà. Non, mais Vous savez bien que tout le monde dit dans le PS que Harlem Désir a été choisi parce que c'était le plus transparent, le plus nul, et que tout le monde comptait bien Alors, avoir de l'influence sur lui. Là, au moins, c'est franc. Ah, Là. mais écoutez, vous connaissez, vous vous Commencez, souvenez là. du mot de Pompidou, à qui on demandait pourquoi on avait choisi Mesmer comme Premier ministre, et qui répondait parce que c'est le plus con. Oui. Et bah là, on dit toujours, ah bah c'est le plus sympa, c'est le plus facile, il imprime pas, et tout le monde dit, Bon, alors, il y a ah, deux je serai questions. Est-ce que derrière, Harlem etc. Désir est le plus con et est-ce que Attendez, le processus... je veux dire, je vais d'abord finir sur le processus et après je vais Oui. revenir sur Arlène Bon. Désir, si vous me permettez. Sur le processus, je pense qu'il n'est pas bon et qu'il C'est le moins qu'on puisse dire. donne une image détestable D'accord. de ce que Bon, doit ça, être tout le la monde est politique. d'accord. Voilà. Ok. Enfin, au début, je vous rappelle que j'étais le premier à le dénoncer parce que personne ne disait rien. Vous avez dit que c'était ubuesque, Voilà. décidément référence Voilà. théâtrale. Et voilà. Et donc, voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, sur la situation du Parti Socialiste. La vraie situation du Parti Socialiste, elle est simple. C'est que quand il gagne les élections, un certain nombre d'amis et de camarades pensent que le plus important, c'est pas de débattre, c'est d'être ministre. Et c'est d'être dans les instances. Moi, j'ai tiré une leçon de cela. C'est que si on ne débat pas politique, et si on n'assume pas, on peut être un bon ministre. Mais à la fin, ça finit toujours de la même manière. Parce que c'est pas l'exercice du ministre qui compte. Ce qui compte, c'est quel est le sens politique d'une démarche en général, quels sont les objectifs qu'on se donne, quelles sont les conquêtes sociales qu'on va remporter, quels sont les progrès sociaux qu'on va mettre en place. C'est tout cela qui est en cause aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le congrès du Parti socialiste va être un élément important. Mais ça ne sera pas définitif. Alors, Harlem. Il y aura d'autres Les choses. Zemmour Sur Harlem. brûlent de vous entendre sur Alors, Harlem. sur Harlem. Vous savez, là aussi, on va rester dans le théâtre et dans le cinéma. Il y a un film que j'aime bien, il s'appelle Le Cave se rebiffe. Voilà. Ah, Magnifique. formidable. Avec Boris Boris Vian, Vian. Boris Vian, voilà. Et bien, Jean Gabin. Voilà, moi, je vais vous faire une confidence. Harlem a été pendant longtemps comme mon petit frère. Ça, c'est bien. Voilà, puisqu'on s'est connus à l'âge de 20 ans, on a adhéré au Parti Socialiste ensemble, après il a fait une petite carrière professionnelle, et après nous avons refondé ensemble SOS Racisme, et nous avons été ensemble à la gauche socialiste, et j'ai même aidé à ce qu'il adhère au Parti Socialiste. Moi j'ai énormément de respect pour Harlem, parce que je pense que c'est un garçon très droit, et ça c'est très important dans la politique, parfois très têtu, ça je vous fais une confidence, mais c'est quand même de grande qualité. Je pense que certains vont découvrir ce que c'est qu'Harlem Désir à la tête du Parti Socialiste. Ah, bien. Et je suis pas sûr. C'est je pas le pense- cas de se revivre, c'est Raoul. Voilà. Je Ou pense- c'est Napoléon III, Voilà. ils le prenaient tous pour un abruti, et c'est Voilà. lui qui a pris le Je pouvoir. pense que effectivement certains se D'accord. sont dit, Ok. on va le mettre là, Ah, bah ça, c'est évident. le minimum syndical, Voilà. et puis il va nous garder la place. Et on va quand le manipuler. reviendra- Et quand On on est reviendra, on pourra reprendre les rênes. Je pense qu'il se trompe. D'accord. Parfait. Ok. Je vous signale juste que dans le cave se rebiffe, le cave est un faussaire. Mais avant de nous quitter, Julien Drey, je vous propose un petit voyage dans Il y a le des faussaires passé. sympathiques. Nous sommes en 1955, à Oran, la famille Drey sirote une orange. Malgré les tensions naissantes dans ce qui était encore l'Algérie française,
Leur bonheur est lié à la naissance d'un bébé. Son petit nom, Julien. 10 ans plus tard, premier couac, toute la famille prend ses clics et ses claques. Direction la métropole. Petit bond dans le temps, le petit Julien, qui a entre-temps viré rouge tendance qui tâche, se retrouve en 1977 secrétaire général de la Ligue communiste révolutionnaire. Nouveau couac, automne 1981, on lui demande gentiment de foutre le camp. Il atterrit direct au PS. À peine quelques années plus tard, Julien devient le big boss de la génération SOS Racisme, génération dont sortiront Malek Bouti, Delphine Bateau et Harlem Désir. Ah, la joyeuse bande. Alors pour information, Malek est aujourd'hui député dans l'ancien fief de Julien Drey, Delphine secrétaire d'État et Harlem numéro 1 du PS. Quant à Juju, il est encore obligé de faire le sale boulot en se cognant Zemmour sur une chaîne du câble. Et ça continue. Le samedi 28 avril 2012, notre serial winner organise pour son anniversaire une petite fiesta dans un lieu légèrement olé olé. Le Jose, kamikaze dans l'âme, il invite un certain DSK. Ah oui. Dernier coup de bol en date, le 9 mai 2012, alors que notre Julien, qui avait soutenu François Hollande dès la première heure, se pointe pour prendre un petit café avec son vieux pote, devenu président de la République. Une certaine Valérité lui claque la porte au visage. Dans sa face. Direction Pôle emploi. Alors Julien Drey, si c'était à refaire, est-ce qu'avec des amis comme les vôtres, vous avez vraiment besoin d'ennemis? Bon, alors, dans ce que vous avez décrit, deux petites corrections. Je n'étais pas secrétaire général par respect, j'étais membre de la direction de parti, c'est pas pour insulter mes anciens amis trotskistes. C'est noté. Et Delphine Bateau est ministre. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai. Voilà, mais c'est deux petites corrections. Voilà. Pour le reste, c'est une vie avec des hauts et des bas, comme toutes les vies. C'est des amitiés avec des moments forts et puis avec des déceptions. Vous en avez connu, vous aussi, certainement. Mais on va parler des bas, Julien Drey, parce que là, vous êtes au plus bas. On sent bien que ça va pas fort. Mais en général, c'est ça qui est bien, c'est quand vous êtes en bas, c'est ce que j'ai dit, je vais vous faire une petite confidence. Ce que j'ai dit à quelqu'un il n'y a pas très longtemps, qui a aujourd'hui des très grandes responsabilités, j'ai dit finalement, à bien y réfléchir, et l'été m'a servi à ça. Je préfère ma situation. Parce que vous m'auriez donné telle ou telle responsabilité, j'aurais tous les matins été obligé de me lever à 5 h du matin avec mal au ventre, en me demandant quel était encore le coup tordu, en faisant la mauvaise tête, en restant le fameux ronchon que certains plaignent. Je pense que je n'aurais pas été d'accord avec beaucoup de choses qui se passent en ce moment, et donc ça aurait été difficile pour moi, tous les matins en posant la question, je reste, je m'en vais, je claque la porte. Là, je suis libre. Et je suis libre de tout recommencer. Il y a quand même une question que je me pose à votre sujet. Ce sera la dernière. Ce sera la dernière. C'est est-ce que vous n'avez pas aussi mieux réussi dans la destruction, dans les coups médiatiques? Je me souviens comment vous avez réussi à abattre la loi de Vaquet, la loi, etc., contre Rocard. Est-ce que vous n'êtes pas meilleur dans la négation, dans la destruction, jusqu'à la destruction de vous-même, Pas mal, hein. que dans le côté la construction, etc. Moi, c'est une question que je me pose depuis des mois, depuis que... Réponse. Ah, mais on fera une séance la prochaine fois. Allongez-vous et voilà. Et je me mettrai je sur peux le même pas canapé. payer, vous voyez, comme Bon, ça. voilà, c'est gentil. Surtout en ce moment, je suis un peu... c'est pour ça que j'ai dit ça. Non, je ne crois pas, parce que par ailleurs, j'ai beaucoup construit. C'est l'inverse de ce que vous dites. J'ai reconstruit, quand j'étais dans les milieux étudiants, j'ai reconstruit les organisations syndicales étudiantes, qui avaient été détruites par les gauchistes, justement à l'époque. J'ai reconstruit beaucoup de choses dans le mouvement antiraciste, et j'ai passé beaucoup de temps à faire. Ouais, mais pour moi, c'était destructeur. Non, d'accord, mais c'est quand même des organisations qui ont tourné, voilà, et qui aujourd'hui font du travail. Je pense notamment aux maisons de quartier, les maisons des potes, etc., que vous devriez aller voir, parce que vous verrez que ça fonctionne bien. Je fais aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir, comme vice-président de la culture en Ile-de-France, à construire des choses. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses grâce à cela. Donc je ne crois pas cela. Au contraire, ma vraie question pour moi, c'est comme ça que je jugerai mon parcours politique, c'est quelle est la manière dont j'ai essayé de marquer l'histoire. Voilà. J'ai pas fini. Voilà. Julien Drey, pour atténuer votre vague à l'âme, un petit cadeau. Toujours généreux aujourd'hui. Toujours extrait de la ligne développée par l'épouse de Luc Ferry, Marie-Caroline Ferry. Oui, mais il est en rouge. Nicolas revient. Oui. Voilà, donc il te connaît. Vous pouvez garder le rouge, j'ai oublié le message, mais je suis sûr que vous en ferez bon usage. Merci. Au revoir. Merci à Julien Drey d'avoir
accepté notre invitation. Dans la deuxième partie de l'émission, nous continuerons à parler de votre pays natal, l'Algérie, en compagnie de l'écrivain Yasmina Kadra et du réalisateur Alexandre Arcadi. Le second vient de porter à l'écran le roman du premier, Ce que le jour doit à la nuit. On en parle, mais après avoir vérifié ce que les annonceurs doivent à la chaîne. A tout de suite.